comme dit Annie, je laisse souvent laisse longue, parce que bon, comme j'ai toujours eu des chiens. Et alors en fait, par exemple, on avait parlé une fois avec Annelise où elle m'avait dit oui mais maman, t'es hyper intrusive, t'es hyper violente quand tu réagis pour nous sauver d'une situation périlleuse. Bah oui, qui les met en danger. Et après, elle s'était elle-même corrigée, elle m'avait fait rire d'ailleurs, elle m'avait dit bah oui, tu vas pas faire du dolto parce que le bateau il est en train de couler et on est en train de se noyer quoi. Bah oui, je vous sors par les cheveux, je vous fais un massage cardiaque et je vous casse 2-3 côtes, mais vous vous sentez en sécurité après, et je vous remets sur le chemin, quoi. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où un mardi sur deux, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Salut Solange. Salut. On s'est rencontrés parce que t'es la maman d'Annelise. Oui. Qui est passée dans l'Histoire d'Argent. Oui. Et puis on a eu l'occasion d'être en contact. Oui. Parce qu'on parlait de ta famille et tu m'as demandé après de publication de couper un morceau, machin, voilà. qui faisait partie, bon bref. et Annelise, m'ayant pas mal parlé de toi, je m'étais dit tiens ça pourrait être intéressant qu'on raconte un petit peu, qu'on fasse un peu cet épisode d'Histoire de Daronne ensemble. Alors, vous allez peut-être entendre, mais effectivement, t'es venue avec ton chien, et ça, oui. c'est une première. Peut-être qu'on parlera de pourquoi t'as voulu devenir maman d'un chien après avoir été maman de deux grands enfants maintenant, parce qu'ils sont grands, c'est ça Donc, Annelise a 31 et Gabriel 26. Ok. Et moi, j'ai 54. Ok. Voilà. Et en fait, Annelise parle pas mal de toi dans son épisode d'Histoire d'Argent. Je mettrai les liens dans les notes si ça vous intéresse. Et en fait, Annelise et moi, on est restés un peu en contact. Enfin, tu vois, on se suit sur Instagram et je lui disais, tiens, je vais voir ta maman la semaine prochaine. Et elle m'a dit, tu vas faire un chouette épisode parce qu'en fait, on se parle plus, on est fâchés. J'ai fait, ça risque d'être un truc. Et là, tu me disais juste avant qu'on vient d'arriver, c'est ça? T'as dit... Qu'est-ce que t'as dit exactement? Non, mais je lui ai envoyé un petit texto ou un petit vocal où je disais bon, c'est juste pour te dire que je t'aime. Bon, on se fait la gueule toujours, mais au moins tu sais que je t'aime. Hein. Donc voilà, point. C'est tout. Mais ça fait 2 mois qu'on s'est plus parlé. Okay. Voilà. Elle m'a dit, sans vouloir parler à sa place, mais qu'en gros, elle avait du mal à laisser passer des trucs elle t'en veut sur des trucs quoi, tu vois, bon, qui est un truc assez classique, j'imagine, en tant qu'adulte, enfin en tout cas en tant qu'enfant arrivé à l'âge adulte, mais qu'elle avait du mal à s'en détacher et à te pardonner quoi, tu vois. C'est pas évident hein. Donc non, mais bon, moi ce que je pense, je lui ai dit écoute, vu que ça fait bientôt 11 ans que t'as pas parlé à ton père et que moi je me prends tout à sa place, je dis d'abord tu te réconcilies ou tu parles avec ton père et après tu reviens vers moi. Voilà, on en est là. Ça paraît tellement simple, mais en fait, c'est pour ça aussi que je suis très heureux d'avoir des mamans un peu plus grandes, un peu plus âgées, d'enfants plus grands, quoi, tu vois, parce que ça permet de pouvoir avoir un peu de recul et de se dire, ok, c'est quoi de devenir parent d'un enfant adulte, en fait, parce que c'est, donc un ex-enfant, parce qu'en fait, est-ce qu'Annelise est encore ton enfant? Ça, c'est une grande question, quoi. Alors, la difficulté ensuite, c'est de le voir en tant qu'adulte et de prendre le recul et de dire désormais c'est sa vie. Et c'est sa vie, il doit la gérer et on doit plus être tant impacté avec cet instinct de protection et d'être intrusif dans la vie sous couvert de protection de l'enfant. Eh bien voilà, c'est fini. Fin du podcast. Au revoir. Voilà, vous savez tout désormais. Allez, salut. Mais j'imagine que c'est tout un chemin et j'aimerais bien qu'on en parle ensemble. C'est un chemin très difficile. Moi, paradoxalement, ça a été plus difficile. C'est difficile, et c'est la raison peut-être pour Annelise actuellement, c'est qu'Annelise, je l'ai beaucoup plus
bercé, couvé que mon fils. Ah. Donc, parce que c'était ta fille, tu crois, avec le recul ou... Oui, parce que... Oui, je pense. Donc ma fille, jusqu'à l'âge de 24 ans, je faisais tout à sa place. C'est-à-dire que c'est quoi une mutuelle, c'est quoi la sécu, qu'est-ce que... Rien du tout. Et donc à un moment, en fait, c'est là où je me suis rendu compte, lorsqu'elle a eu 24 ans, parce que je me suis dit, moi je l'ai eu à 23 ans et demi, Anne-Lise. Oui. Mes parents m'aidaient pas du tout. Enfin bon, moi je suis de cette époque où les parents disaient 18 ans, terminez dehors, terminez, démerdez-vous. Et franchement, moi ça a été ça, à 18 ans, dehors. Parce dehors, c'était vraiment... Oui, là j'ai été mise, parce qu'en fait j'ai rencontré les pères d'Anne-Lise, que mon père, des enfants que mon père n'appréciait pas du tout. Donc il a dit, la porte, tu restes où la porte. On dit pas ça à une gamine de 18 ans, parce que la gamine de 18 ans, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se barre. Chose que j'ai faite, et il m'a dit, on en reparle, mon père m'avait dit à l'époque, on en reparle dans 10 ans. Je suis revenue 11 ans après, avec 2 gosses sous mon bras, en disant, papa, t'avais raison. Voilà. Voilà. C'est ça, donc... Ça, c'est l'histoire. Et donc, Anne-Lise, je l'ai toujours beaucoup, parce que c'est ma fille, que j'ai eue très jeune, et je l'ai beaucoup couvée. Et donc, du coup, j'ai pas voulu reproduire la même chose sur mon fils qui a 20 ans. Je lui ai dit, tes trucs d'impôts, trucs, de tout, en fait, toute la paperasserie administrative, tu te débrouilles entièrement. Je vais pas réitérer l'erreur que j'ai faite avec Anne-Lise, qui maintenant, ça va, se soigne, mais qui avait du coup développé une phobie administrative, puisque de toute façon, je faisais tout. Donc, tout faire pour l'enfant, c'est pas bien. Il faut laisser se débrouiller un peu. J'imagine que tu voulais la protéger aussi. Oui, c'était ça. De cette phobie-là, quoi. Ouais. Ça va, après, ça crée Et puis, ça va plus vite quand on le fait soi-même. Ça, c'est la grosse erreur de la mère. Et ça vient aussi souvent de la mère qui travaille. On fait tout à la place des enfants, parce que plutôt qu'hurler 10 fois, on le fait et puis ça va plus vite. Mais c'est pas un service à rendre à l'enfant, parce qu'on fait tout pour eux, en fait. Oui. À leur place. Donne un poisson à un homme, il mangera une fois. Apprends-lui à pêcher. Ouais. Bon, on a été interrompu. T'as dû ramener ton chien à la voiture, mais bref. Ouais. Merci en tout cas pour cette intro. Mais j'aimerais bien qu'on revienne au tout début, en fait. À quel moment t'as eu envie d'enfant, toi ? À quel moment j'ai eu envie d'enfant ? En fait, il s'avère que dès l'instant où j'étais enceinte d'Anne-Lise, parce qu'à 21 ans, j'avais eu un avortement, parce que je me sentais pas du tout prête. Enfin, pour moi, c'était juste une autre planète, quoi, être mère. Et 2 ans et demi après, quand je suis accidentellement retombée enceinte, en fait, je suis passée d'une pilule, les vieilles pilules qui tâchent, ou à des pales hyper hormonées, où il venait de sortir les nouvelles pilules microdosées. Ouais. Et en fait, ces microdosées, on m'avait pas dit qu'il fallait les prendre à heure fixe. Donc moi, j'étais toute fière, j'avais fait tous les jours ma tablette sans oublier. Mais bon, j'avais dû le prendre le matin, le soir, et je suis tombée enceinte de ma fille, donc. Et là, oui, c'était comme une évidence. Il fallait que je garde cet enfant, quoi. Ok. Donc, et ça allait être une fille, et elle allait avoir les yeux bleus comme son père. Tout le monde me disait, non, mais c'est pas possible. On a tous les yeux marrons, marron dominant, bleu récessif. Je dis, non, elle aura les yeux bleus, gna 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 gna. Et puis bon, c'était une fille, et puis elle a gardé les yeux bleus. Elle a eu les yeux bleus, voilà, j'étais toute contente. Beaucoup de projections dès la grossesse. Ouais, voilà. Et donc, j'étais ravie, quoique c'était un peu tumultueux, parce que le papa, au début, il en voulait pas, donc on s'était séparés, et puis après, il est revenu me chercher. Enfin, ça a toujours été rock'n'roll entre le père de mes enfants et moi. Ok. Et comment s'est passée cette grossesse pour toi ? Très bien. Ok. Très bien. J'ai pris 27 kilos.
Là, nous sommes pas loin de la Grand Place où il y a des croustillons hollandais. Souvent, il y a un gros stand. En fait, j'ai au moins pris 10 kilos de croustillons hollandais. Et quand je me suis remise sur la balance, j'ai dit, j'ai perdu que 7 kilos. Il me reste 20 kilos à perdre. Voilà. Ok. Ça a été compliqué pour toi de te réapproprier ton corps après avoir... Non, parce que j'ai fait tout de suite beaucoup de sport. J'ai mis 9 mois, puis j'allaitais, donc c'était aussi l'allaitement. C'était très bon pour l'enfant. Et puis deuxièmement, ça permet de perdre plus rapidement du poids. Et surtout aussi pour moi, l'argument, c'était c'est super pratique. Effectivement, tout le monde dit ah ouais, mais tu dois toujours avoir ton enfant avec toi. Je dis oui, mais si t'as fait un enfant, c'est pour l'avoir avec toi. Hein. Et on a juste un petit sac avec 2-3 couches. Et puis pas des lingettes, ça existait pas à l'époque. Les démaquillants trucs. Et puis sinon, c'est tout, point. Hein. Et puis voilà quoi. Donc non, franchement, j'adore le statut de maman quand elle vient d'accoucher, ce contact avec le nourrisson. On revient à l'état animal, hein, on est vraiment une mammifère là. Hein. Donc il s'avère que moi, étant fille de médecin et mère de sage-femme, ils m'ont j'ai baigné là-dedans. Donc le côté physique de la chose, ça ne m'a pas... Et puis, c'est ma maman qui m'a accouchée. Donc, Anne-Lise, elle a été... C'est ta maman qui t'a accouchée? Elle m'a accouchée de mes enfants. Et donc, Anne-Lise, elle a été accueillie par sa grand-mère. Et c'était un accouchement compliqué. Et je pense que j'aurais eu une césarienne si ça n'avait pas été ma mère. Et je pense que le plus bel acte d'amour, c'est qu'elle soit accueillie comme elle a été accueillie magnifiquement, quoi, puisque elle était entourée accueillie par sa grand-mère, quoi. Et qu'est-ce que ça a créé entre vous, en fait, entre ta mère et toi, qu'elle t'accouche comme ça? C'est un truc, ça a rien créé, puisque de toute façon, pour moi, ça a toujours été évident que je me suis même pas posé la question, en fait. Et je crois que ça fait 100 et quelques épisodes que je fais, tu vois, où je fais parler des gens de leur rapport à l'accouchement et tout, et c'est la première fois qu'on me dit moi c'est ma mère qui m'a accouché ou mon père qui m'a accouché, quoi. C'est ouf. Ouais. Non, mais bon, oui, je vois à quel point c'est un luxe, parce que je m'en rendais pas compte, moi. Et oui. quand j'entends maintenant des gamines parler de violences gynécologiques, où je peux comprendre tout ça, mais moi, ça m'est tellement étranger que quand c'est ta mère qui t'accouche et que voilà, tu sais qu'il va rien se passer, quoi. Oui. Et donc les deux, je les ai accouchés sans péridurale. Donc oui, c'est amusant. Ma mère est sage-femme sophrologue, mais à l'époque, donc c'était il y a 32 ans. Elle était très en avance. Il y a même 40 ans. Et en fait, elle m'a fait un cours. C'était sur la plage de Dunkerque, parce qu'Anne-Lise est née en août. Moi, dans ma tête, je rigolais parce que ma mère me disait inspire, respire, avec une voix très douce et tout. J'avais envie de rire. Je dis si on va encore s'engueuler, je vais rien dire. Et pour moi, j'avais rien intégré. Mais en fait, quand le moment est venu, en pleine contraction, là, tout d'un coup, hop, miraculeusement, la manière de respirer, de maîtriser son souffle et tout, ça m'est revenu direct, toutes ces petites leçons. Donc voilà. Ok. Mais c'est simplement aujourd'hui que, en suivant certaines jeunes femmes sur Instagram, que je me rends compte à quel point c'était un luxe de se faire accoucher par sa mère, quoi. C'est une chance. Okay. Et c'était un luxe aussi pour mes enfants, puisqu'ils ont été accueillis directement par leur grand-mère. C'est vraiment fou, ça. Ouais. Ça a créé un lien particulier entre eux, ou où ils sont très attachés à leur grand-mère, ouais. Ok. Et surtout qu'ils ont eu deux façons de venir au monde assez... Anne-Lise, elle est sortie avec une ventouse. Et Gabriel, il était bleu marine, mon fils. Toutes mes copines arrivaient, elles disaient rien. Je dis non, mais il ressemble à un gremlins, en fait. Il avait le double cordon autour du cou, donc en fait, il avait été pendu.
Et donc, ma maman a fait le geste. Mais bon, il s'avère que on récupère un petit nourrisson bleu marine avec les yeux injectés de sang. Mais bon, voilà, ça a été le premier acte de ma mère, c'est d'avoir sauvé son petit-fils quelque part, quoi. Voilà. C'est fou, quoi. Ouais. Et moi, je pense que derrière, ça peut leur... quoi qu'il se passe dans leur vie, quels que soient les dangers, ils auront cette sécurité-là, qu'ils ont eu tout de suite, dès leur venue au monde. Je pense que ça leur apporte quelque chose de très fort. Écoute, moi, c'est un des trucs que j'ai remarqué chez Annie, c'est sa capacité à se dire non, mais en fait, t'inquiète, tout va bien se passer, quoi. Oui, une capacité à rebondir. Ouais. Très, très fluide dans sa façon d'être. Dans le sens où peut-être ce que j'ai apporté à mes enfants et leur père aussi, chacun à notre façon, d'une manière assez peut-être radicale, mais de ne pas avoir peur de rien. Ma manière d'éduquer des enfants, paradoxalement, et Annelise m'a souvent fait le reproche, on n'est pas comme tes Vénus, hein, comme tes chiennes Labrador. C'est par exemple Gabriel qui était un enfant hyperactif, hyperkinétique, pas hyperactif. C'est quoi la différence ? Alors hyperactif, c'est un enfant qui a tellement peu de concentration, qui a besoin tellement de bouger, il est pratiquement incapable d'apprendre à lire ou voilà. Hyperkinétique, c'est le stade en dessous, c'est super casse-couille, mais devant un Walt Disney, il est capable de rester devant un Walt Disney, devant une cassette pendant au moins 1h30, pour après, dès qu'il se lève, attention. Prends le bas de combat. Prends le bas de combat. Donc, par exemple, pour Gabriel, qui était un casse-cou fini, où j'avais un petit casque de cycliste sur sa tête, tellement il tombait, je disais, Gabriel, tu vas tomber, ne pleure pas après, me dis pas, je t'aurais prévenu. Donc, naturellement, il prenait une gamelle, et il se relevait, et puis il faisait la mimique, et puis je le regardais. Rien qu'à le regarder, il pleurait pas. Puisque je disais, je t'avais prévenu. Voilà. Donc, t'as la sensation d'avoir une différence d'éducation. Tu disais tout à l'heure que t'avais beaucoup plus couvé Annelise. Donc il y a 5 ans d'écart, c'est ça ? Oui, 5 ans. Donc déjà, toi, t'étais plus jeune, j'imagine, quand t'as eu Annelise. Oui. On a toujours aussi ce truc où j'ai l'impression que pour les deuxièmes, on a l'expérience et qu'on se dit, il faut laisser son gamin tomber pour qu'il apprenne à marcher, quoi. Alors que le premier, c'est pas forcément si simple. Non, c'était un peu comme ça aussi. Ouais. Mais ce que j'ai pas compris, comme quoi une éducation, c'est Annelise, c'était une enfant très tranquille, c'est-à-dire, j'arrivais dans cet endroit, papier, crayon, tiens, dessine. Je serais arrivée avec Gabriel. De toute façon, Gabriel, j'allais jamais au restaurant avec lui, c'était juste une catastrophe. Donc, on se demande, mais papier, crayon, non, mais attends, qu'est-ce que tu fais ? Tu casses les crayons, tu bouffes le papier, tu vas en semer partout dans le restaurant, tu vas casser un verre sur la table d'à côté. Non, mais ta sœur, c'était pas comme ça, en fait. Ah ouais, non, c'est pas le même. Bon, ok. Voilà. C'est 2 enfants complètement différents. Et toi, de ton côté, donc, vous vous êtes séparés avec le père de tes enfants, c'est ça ? Ils avaient quel âge à peu près ? Donc, Gabriel avait 3 mois. Ah oui. Et pourtant, c'était un enfant qui était voulu, voilà. Et Annelise avait 5 ans. Ok. 5 ans et demi. Donc tu t'es retrouvée... Maman solo. Ça s'appelait pas maman solo à l'époque. Ouais. Là, j'ai dû rebondir vite pour pas m'écrouler, parce que ça, mes enfants... C'était lui qui est parti, c'est ça ? Oui. Donc, moi, je suis... Pour pas m'écrouler, mes enfants m'ont permis à tenir debout. Puis surtout que j'avais un petit de 3 mois, je l'allaitais, tout ça. Il a fallu que je tienne debout avec ça. Et j'ai tenu le choc. Alors c'est très bien parce que ça empêche de tomber complètement dans une dépression atroce. Tu veux dire d'avoir les enfants à charge comme ça ? Ouais, parce qu'en fait là on est en mode survie totale et puis moi j'étais en mode survie aussi parce que j'allaitais mon fils. Enfin voilà, ça m'a aidé. Donc et puis après j'ai eu des compagnons. Et j'ai quand même pas mal bourlingué. Mes enfants, ils ont quand même pas mal bourlingué. Mes enfants, ils ont été victimes de
du duel des parents. Ouais. Là, on est en plein. J'ai jamais été mariée, mais toujours toujours aussi emmerdée, c'est ce que je dis. Mais Dans quel sens? Bah non, bah il y a eu des joutes dans les tribunaux. Enfin, voilà quoi. Pas tant en matière pécuniaire, parce que en termes de pension alimentaire, il n'y a jamais eu ce problème. C'était juste son père, c'était un grand sportif, et un grand sportif, quand ça termine sa carrière, il faut qu'il sécrète des sérotonines autrement, et notamment, là, il s'avère que j'étais tiens, on va emmerder. Voilà. Ça, on va t'emmerder toi, c'est ça? Voilà. Okay. Donc, mais moi, c'était toujours dans une optique de protection de mes enfants. Et en fait, avec le recul, parce que j'ai beaucoup débriefé avec ma fille, j'en parlais pas. Donc mes enfants, le soir, je revenais du boulot, j'étais énervée, tendue, mais parce que j'avais pensé à mes enfants, parce que j'avais reçu des mails de l'avocat à retraiter, à ramener des pièces. Donc toute la journée, j'y avais pensé. Et le soir, ils étaient là. Donc j'étais pas très agréable, j'étais super tendue. Et en fait, Anne-Lise a remarqué ça. Une fois, elle a été à une audience, elle a vu tout le contexte, toute la pression de ce que ça pouvait générer. Et c'est simplement là qu'elle a compris. Mais moi, comme je ne disais rien, j'exprimais rien. Et en même temps, que peut-on exprimer à un enfant de 8 ans, 10 ans? Expliquer la situation, il ne sera pas en mesure de comprendre tout ce que ça peut... Ouais, et pourtant, je crois que c'est cool de verbaliser ça, même aux petits-enfants, en fait, pour, même s'ils sont jeunes, pour leur expliquer que c'est compliqué pour toi. Je leur ai toujours expliqué. Par exemple, souvent, des fois, quand ils revenaient de chez leur papa, ils étaient pas très bien, tout ça. Donc, je leur ai toujours fait verbaliser, même s'ils voulaient pas parler. Donc, c'était carrément intrusif et invasif. On sort pas de la pièce tant que t'as pas dit ce qui s'est passé, il y a de l'eau, moi, je peux rester là 24 heures. Enfin, je leur ai fait ça souvent. Mais en même temps, ça leur faisait du bien. Donc, certes, c'était pas la méthode Dolto pour le dire. Là, non. Là, on est vraiment dans l'éducation que j'ai reçue, où on réitère un schéma familial. Moi, j'ai eu un père violent. J'ai pris des dérouillés. Donc, pour moi, dans ma tête, dès l'instant où il faisait une bêtise, il se prenait une dérouillée. Il se prenait pas énormément de dérouillés. En tout cas, par rapport à toi, j'imagine qu'il y a eu moins de dérouillés. Moi, j'ai donné moins de dérouillés. Des grosses dérouillées, ils en ont reçu 3, 4. Mais ils étaient comme... Une fois, Anne-Lise m'avait dit « Maman, j'en ai marre que tu me battes. » Et je lui ai demandé, elle devait avoir 12, 13 ans, la dernière fois que je t'ai donné une gifle. Et puis, je la vois encore, ses yeux au ciel. Elle n'arrivait pas à répondre, moi non plus. Je fais bon. Par contre, j'étais cette éducation-là, c'était tous les jours en menace de dérouiller, quoi. Ouais. Donc... Il y avait un peu la menace. Et en même temps, j'en ai parlé avec quelqu'un qui se plaignait justement qu'il avait pris énormément de dérouillés. Un mec en plus, qui avait pris énormément de dérouillés par sa mère. Sa mère séparée avec 4 enfants. Le père qui voyait ses enfants 2 fois par an. Et en même temps, la mère, elle doit faire le rôle des deux. Elle doit jouer le bonhomme. Or, un mec, c'est lui... dans l'inconscient qui a l'autorité, il a même pas besoin de juste arriver, hop. Ouais. Et la mère, quand elle doit jouer les 2 rôles, c'est compliqué, quoi. Parce que une femme, moi, ça doit toujours crier, quoi. Il suffit que le mec, il arrive, qu'il dise, hop, les gamins, ils débarquent, quoi. Et quand on élève seul ses enfants, il faut jouer les 2 rôles. Donc en plus, moi, héritière de mon éducation... Bon, effectivement, ils en ont pâti, quoi. Mais j'ai toujours... j'en ai parlé avec Anne-Lise. Et puis Gabriel également. Qu'est-ce qu'ils t'en disent aujourd'hui ? Donc c'est pour ça qu'Anne-Lise, elle t'en veut, là, aujourd'hui, c'est ça ? Non, pas par rapport à ça. Ok. Je sais même pas trop... oui. Ouais, voilà. Tu sais pas trop ? Non, je sais pas trop. Ça, c'est terrible. Non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a déjà bien débriefé sur tout. Ouais. Donc voilà, mais ça m'interpelle pas trop, c'est pas. Dans quel sens ? Non, mais qu'on coupe comme ça, c'est pas. C'est pas très grave pour toi ? Non. Ok. Non, c'est pas très grave. Ok. Non, parce que dès l'instant où elle sait que je l'aime, j'ai des sentiments, que voilà,
c'est tout, on boude, hein, on se fait la gueule, on se fait la gueule, voilà, c'est pas grave. Si après on peut en reparler, voilà. J'ai toujours mes enfants ont vraiment subi pas mal de choses, et ce qui les a sauvés, je pense que j'ai beaucoup débriefé, tout le temps. C'est usant de débriefer, mais c'est ça, j'ai beaucoup débriefé. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression à la fois que t'étais une sorte de maman ours, par plein d'aspects, et qu'en même temps, t'avais conscience aussi que t'étais en train de les abîmer par plein d'aspects, sur d'autres aspects en fait, et que t'as vécu comme ça ta vie de maman avec le cul un peu entre deux chaises, exactement. Entre ces deux aspects-là, quoi. Parce qu'en fait, pour protéger ton enfant, quelquefois, tu te dis... il va falloir aller en justice, va falloir partir dans la galère pour... mais t'es obligé, il va falloir que tu fasses faire des expertises psychiatriques à tes enfants, mais t'es obligé, parce que de l'autre côté, ça part en live, et si la justice, elle est pas là pour l'arrêter de l'autre côté, ça va pas aller, quoi. Donc... c'est assez compliqué. Annelise racontait dans son épisode d'Histoire d'argent qu'elle avait fini par attaquer son père pour qu'il lui paye ses études à Londres. Et j'avais l'impression que toi, t'avais un peu un rôle d'appui en fait, mais pas. T'étais un peu en mode neutre en fait. Si tu penses que c'est ça qu'il faut que tu fasses, il faut que tu fasses ça. Elle avait 20 ans. Ouais, elle avait 20 ans. Et non, mais moi je m'étais dit comme j'avais déjà eu pas mal de procès avec lui, et j'avais dit, écoute, au point où j'en suis, comme de toute façon je suis une grosse salope, il n'y a pas de problème, je vais encore endosser le truc, je m'en fous. Et en fait, on avait bien parlé avec Annelise, et elle dit, non, maman, je voudrais couper le cordon, je voudrais montrer un acte fort, et je vais... c'est moi qui vais le mener en justice. Donc, parce que le père, je l'avais eu au téléphone, j'avais essayé de le... je disais, mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes ? C'est pas une histoire d'argent, je sais plus quoi en foutre. Il a beaucoup d'argent. Et elle a quand même m'attaquer en justice, qu'elle m'attaque. Je dis, mais attends, tu vas pas faire ça, c'est ridicule, tu vas pas lui faire ça. Non, j'en ai rien à foutre. Et après, il lui reprochait de l'avoir attaqué en justice, alors que, moi, j'ai... Mais bon, maintenant, c'était il y a 11 ans, il faut qu'elle digère ça. Et ils ne sont pas parlé depuis cette période-là. Alors que lui, c'est ridicule également, quoi. Donc... Et toi, t'es au milieu. Et t'en prends plein la gueule, donc c'est ce que tu disais un petit peu. Non, j'en prends pas plein la gueule mais j'ai l'habitude. Mais je peux comprendre que pour Annelise, ce soit malaisant, mais il faut simplement qu'elle aille discuter avec son père. Maintenant, elle a 31 ans. Voilà, quoi. Donc, c'est tout. Et peut-être qu'elle se réappropriera d'une manière... je ferai moins punching ball pour les deux côtés, quoi. Oui, parce qu'effectivement, lui, il a disparu de ce fait-là, et c'est toi qui prend tous les règlements de compte, quoi. Voilà. Finalement. Et c'est justement, c'est ça aussi, là, on revient sur la condition de la femme, en fait, et de la maternité. On assume tout. Et aussi, il y a ce truc, c'est qu'on pardonne beaucoup plus au père. Par exemple, une mère qui abandonne ses enfants, qu'on voit 2 fois par mois, ou que 2 fois par an, ou qui revient au bout de 5-6 ans. C'est honteux. C'est une mère quand elle a ses gamins un week-end sur 2, elle va faire la chouille, elle les fait garder aux grands-parents, elle oublie de les habiller, ou bien ils sont avec la même culotte ou le même slip pendant 3 jours. Enfin là, je parle pour les petits, tous ces trucs que les pères font, si c'est une femme qui le fait, là, c'est la mère indigne absolue, quoi. On va lui jeter des cailloux. On lui jette des cailloux, quoi. Et là, il y a quand même encore un gros boulot à faire là-dessus, quoi. Clairement. Parce que... je crois qu'il y a aussi un truc de réappropriation de la liberté, c'est-à-dire que les mecs se sentent libres de pouvoir faire ça par rapport à leurs enfants. Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi il y a un truc qui est pas, tu vois, qui a un double standard par rapport à ça, où les mères ne se sentent pas libres de pouvoir faire ça. Alors je sais pas si c'est un truc très animal, tu vois. Non, je pense que c'est tellement inscrit dans l'ADN on a de tout temps, depuis 3000 ans, on est dans un mode patriarcal, quoi, où la mère, on l'enferme dans le gynécée. Pourquoi on a dû enfermer les femmes, en fait, à la base ?
Parce que l'homme ne saura, si la femme se balade, il ne saura jamais de qui est son enfant. De qui est l'enfant? Est-il vraiment le père? Donc on enferme la femme dans le gynécée et elle s'occupe des enfants. Non? Moi je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'en fait aujourd'hui je me dis ok, bon, ça existe depuis 3000 ans, on est en train de remettre en question plein de choses, plein de questions, tu vois, de la société et tout. Et c'est vrai que cet aspect-là dont tu parles, on reste très coincé, quoi, tu vois, là où j'ai l'impression que les hommes ont pas mal bougé en 10 ans et en 5 ans, tu vois, on va faire en sorte de se réapproprier la paternité et tout. C'est pas gagné, hein. Ouais. Alors, d'ailleurs, à cet effet, je suis une amie d'Annelise sur Instagram qui a un compte super sympa. C'est une ex-sage-femme. Et puis, en fait, elle a 31 ans, la gamine. Et il lui est arrivé ce que toute femme regarde avec effroi. Donc, elle a un gamin de 3 ans et des jumeaux de 2 ans. Waouh. Voilà, on dit ça résume l'histoire. Et donc, en fait, elle a une formation de naturopathie et tout ça. Et c'est vraiment passionnant parce qu'elle essaie elle aide les femmes avant l'accouchement, après l'accouchement, ce qu'il faut donner pour aider les enfants à ne pas avoir la crève et tout ça, en naturopathie. Elle fait boire des tisanes de mauve à ses gamins. Enfin, voilà, on est dans ce concept-là. Elle fait énormément de yoga, les profs de yoga. Et en fait, à un moment, je regardais ça et je regardais une de ses stories. Je dis non, mais il n'y a rien qui a bougé en fait. On dirait un truc. Si on remet dans les années 50 des publicités américaines de la famille parfaite où la maman doit être parfaite, physique, elle doit bien gérer son corps, ses enfants, il faut pas qu'ils tombent malades. Même si c'est un concept, c'est pas ça du tout ce qu'elle veut transmettre. Bien sûr. Donc du coup, je lui avais dit en message, il faudrait peut-être qu'on voit un peu plus ton mari, parce qu'il agit vraiment, son mari, il intervient beaucoup, mais elle ne montre jamais. Donc en fait, on croit, à la fin, quand on regarde ça comme ça, on se dit bon, c'est un truc pour maman solo, c'est quand même comme d'habitude, il y a que la bonne femme qui se démerde, quoi, pour être la bonne mère, la bonne meuf, et la bonne à tout faire, quoi. C'est ça ton point de vue aujourd'hui sur les mères d'aujourd'hui? T'as quoi, 54, tu disais? Oui. 20. Non, mais on est toujours dans... Alors, même si on veut pas être parfaite, parce que moi, je suis tout sauf parfaite, même si ces jeunes femmes-là, éduquées, vraiment top, il y a toujours ce piège de retomber dans le rôle de la femme parfaite, quoi. Pas perdre patience face à ses gamins. Bon, elle l'avoue qu'elle perd patience. Bah oui, comment veux-tu ne pas perdre patience quand t'as 3 gamins comme ça, quoi. Enfants. Et moi, je pense aussi que par rapport à la femme, c'est les modèles qu'on a. Donc, moi, j'ai eu comme modèle surtout ma grand-mère. Ma grand-mère qui était née en 14, donc qui a connu la guerre, qui a eu 9 enfants. Wow. Ma grand-mère maternelle, qui en a perdu 3, dont un, on l'a appris, je devais avoir 13 ans, elle épluchait ses pommes de terre, avec sa robe à fleurs. Elle disait, oh, il est si beau, mon petit Jacques. Mémé, c'est qui ce Jacques, là? Je l'ai perdu, la Cloqueluche, pendant la guerre, il avait 6 mois. Bon, ta mère, elle a failli mourir aussi, mais elle était un peu plus vieille, donc, parce que là, pareil, là, on en fait tout un truc, mais elle a eu un gosse tous les ans. Oui. Et je pense que la manière, donc, là, il n'y a pas de dépression postpartum. Pas le temps. Voilà. Elle a jamais, le matin, elle a couché, l'après-midi, elle était debout pour s'occuper des, voilà. Ça a été un modèle pour moi. Donc, la force. Voilà. La direction. On avance. Ouais. Et par exemple, c'est vrai, de voir des comptes Insta où les mamans expliquent tout sur la dépression de postpartum, dans un sens, alors là, au secours, mais bon, parce qu'elles ont le temps de se poser la question. T'as le droit de dire des trucs, hein. Personne te... Ouais, elles ont aussi le temps de se poser la question, J'imagine quoi. que quand tu nais dans la guerre, c'est pas le même délire. Voilà, quand tu nais en pleine guerre ou quand t'as 3 autres enfants
en bas âge, qu'il y en a un et qui que meurt en passant. Ouais, voilà. Horrible. T'es en mode survie, t'as pas le temps de te poser des questions. Et puis bon, il y a aussi le truc, elle en a perdu un enfant dans l'escalier avec la lessiveuse. Les grandes lessiveuses, il n'y avait pas de machine à laver. Ouais, bien sûr. Parce que quand on dit, donc il y en a eu 6 en tout qui ont survécu, 6 enfants, un mari, pas de machine à laver. On comprend tout de suite la tenue de la semaine et la tenue du dimanche, et on lave tout à la main. Ouais. Donc en fait ça a été mon exemple. Et Attends, tu disais qu'elle a perdu un enfant avec la lessiveuse? Oui, elle a eu un enfant mort-né, elle était enceinte de 8 mois et demi, et elle est tombée dans l'escalier avec la lessiveuse. Oh là là. Oui. Mais elle en faisait pas tout un pataquès, quoi. C'était juste sa vie, quoi. C'était sa vie. Et je pense, alors oui, c'est dur, mais en même temps, moi, ça m'a apporté énormément. Et bon, j'ai essayé de transférer ça à Anne-Lise. Et mais c'est pas l'expérience directe. Bah oui, c'est sûr. Où elle expliquait qu'après-guerre, elle habitait Dunkerque, hein, donc elle a dû partir en Côte d'Or. L'Exode, hein. Donc elle est avec 2 enfants en bas âge. Les avions, le train il a déraillé parce qu'il y a les avions allemands au-dessus. Bon, elle explique ça, mais tranquille, sereine. Enfin, pas tranquille, sereine, mais... Oui, c'est pas un trauma. C'est sans doute un trauma, mais en tout cas, quand elle l'explique 60 ans plus tard, ouais. C'est sa vie, quoi. Ouais, et c'est marrant, c'est quand elle épluchait ses patates qu'elle sortait des trucs comme ça. Mais ça m'a vraiment appris à être forte et à dire, bon, voilà, quoi. Et ça, effectivement, j'ai eu cette chance d'avoir ce témoignage que peut-être d'autres jeunes femmes de l'âge d'Anne-Lise n'ont pas eu, par génération interposée, quoi. Oui, c'est sûr. Déjà, ne serait-ce que toi, à ton âge, t'as pas vécu la guerre, donc ça change l'expérience, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc ça, c'est intéressant parce que je me dis que peut-être maintenant, les jeunes femmes de maintenant, celles qui sont éduquées, structurées, qui ont un bon niveau social, qui sont capables de préparer à manger bio, qui ont le temps, qui sont pas en mode survie. Oui, elles ont le temps de se poser les questions et de faire des dépressions postpartum. C'est dur ce que je vais poser, quoi. Mais parce que moi, peut-être je reviens sur moi quand je venais d'accoucher de Gabriel et je me suis retrouvée avec mon enfant que j'allaitais largué par le père. Je me suis pas laissée aller. J'étais pas bien, certes, mais j'ai pas fait une énorme parce que j'avais pas le choix. Avec le recul, tu te dis à quel point ça t'a amoché cette période, ou alors tu te dis non, c'était juste une façon comme une autre d'y aller, quoi. C'était une façon comme une autre d'y aller. Ouais. Par contre, j'ai fait une grosse dépression parce que quand je me suis fait quitter par un autre compagnon, une énorme dépression. Et je pense que ça fait un effet quelque part blast. Ce que j'avais pas réagi là, ça fait un effet blast à cette époque-là, quoi. C'est comme les tremblements de terre, c'est les... Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, je pense que il faut pas trop non plus se poser de questions parce que la maternité, c'est aussi un acte instinctif. Après, comment elle s'appelle, Badinter, qui dit que effectivement, être mère n'est pas naturel. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que c'est la conscience qui le met en route. Sinon, tout mammifère que nous sommes, théoriquement, on a cet instinct maternel qui arrive tout de suite, quoi. Ouais. Mais bon, la différence, c'est que j'imagine les animaux, ils se débarrassent très vite de leurs mômes, et qu'en fait leurs mômes vont vivre dans la nature, voilà. etc. Voilà. Et que nous, en tant qu'humains, c'est pas aussi simple que ça. Et on peut parler de l'adolescence. Comment ça s'est passé, l'adolescence, pour toi en tant que mère solo, donc j'imagine en plus. Donc oui, bon, j'avais les beaux-pères, mais j'ai toujours eu des très bons beaux-pères pour mes enfants. Non, mais ça, c'est déjà c'est un important. vrai truc. C'est important. Ouais. C'est-à-dire que de toute façon, s'il y en avait un qui si ça n'avait pas été avec mes enfants, c'était fini, terminé. Donc non, ça s'est toujours très bien passé. Par contre, en termes d'adolescents, ils m'ont tout fait. Hein. Ouais. Et quand on fait des conneries, quand on est jeune, on croit qu'on va gérer, mais on gère rien. Je me souviens, Anne-Lise, elle avait 18 ans, comme son papa habitait dans le Midi, elle dit qu'elle allait en boîte de nuit à Saint-Tropez. Moi, j'habitais Lille à l'époque. À 18 ans, elle fait « Ah ouais, non, mais moi, j'en ai trop marre de sortir en boîte de nuit. »
Bah, je dis, t'as 18 ans. Ouais, non, mais c'est fini, je suis trop sortie à Saint-Tropez, à Lille. Je fais quoi à Lille? Bah, elle fait, maman, quand j'allais dormir chez ma copine Marine, qu'est-ce que tu crois qu'on faisait? Et puis on disait que je dormais chez toi. Puis en fait, on l'a fait 2-3 fois où tu vérifiais. Puis la 4e fois, tu vérifiais plus. Et on était à 4 sur une mobilette. On est allé à Roubaix, Tourcoing, en Belgique. Enfin bon, voilà. Et voilà. Et puis bah mon fils, ouais, pareil, toutes les conneries de la terre, quoi. Donc, mais moi, je pense que avec le recul, il faut qu'il les fasse jeunes, toutes les conneries de la terre, parce que, ben du coup, ils se mettent debout et ils rentrent dans l'âge adulte plus rapidement, parce que les ados qui font aucune connerie, ben à un moment, ça explose à 30, 40 ans. La crise de la quarantaine, c'est peut-être qu'on a été trop sage, quoi. Donc, ben avec le recul, oui, tant mieux que. Ouais. Tant mieux qu'ils aient fait tout ça. Bon, la drogue, enfin tout. Voilà. Mais comment toi, t'as vécu ce truc-là? Enfin, tu vois, j'imagine des jeunes mamans, des jeunes parents qui écoutent. Et toi, t'es là, bon, bah la drogue, j'imagine que c'est pas aussi simple que ça à vivre. Ah non, c'est pas au quotidien. Non, c'est pas simple. Ma fille drogue, c'est bon, voilà quoi. Nice, alors oui, alors donc pour ceux du Nord, il faut savoir, pour les jeunes mamans, le festival de Dour, c'est. Maman, je vais à Dour. Ah ouais, super, Belgique, c'est quoi? donc. Ouais, Dour. Donc là, c'est le carnaval, c'est là où ils testent tout. Ouais. Donc à Nice, avec Dour, elle était tombée dans la MDEA. Donc je trouvais que c'était bizarre. MDMA, je sais toujours pas le dire, donc ça doit être un petit blocage là. MDMA, et donc je trouvais, elle avait perdu beaucoup de poids, je trouvais ça bizarre. Puis bon, ils m'ont toujours avoué après. Après mon fils, lui, il était un peu tombé dans la coke. Ok. Et donc, et en fait, je l'avais récupéré. Est-ce qu'on tombe un peu dans la coke? Je crois qu'on tombe complètement dans la coke. Ouais. Non. Et bon, la bringue, la coke, Ouais. tout, Saint-Tropez, quoi. En travaillant, en habitant Saint-Tropez, ces gamins-là, ils sont soit pas impactés du tout, soit complètement. Mais ça, c'était pendant leurs vacances, c'est ça, chez leur père? Gabriel, après, il a voulu habiter dans le Midi. Donc Okay. voilà. Et en fait, il était complètement tombé dedans. Et donc à l'époque, je vivais en Espagne, donc je l'avais récupéré. Alors ça me faisait rire parce que je l'avais récupéré. J'avais trouvé quelqu'un qui allait le prendre pour qu'il fasse une saison dans un chiringuito dans les Baléares. Enfin, comment on appelle ça? Je sais pas ce que chiringuito, c'est une paillote. Ok. Ouais, faire une saison dans une paillote. Et je me souviens d'Annelise qui m'avait appelé. Bon, alors maman, déjà j'avais été le récupérer à l'aéroport de Lille, hein, et j'appelle Annelise et je dis, attends, j'ai un ange de la télé-réalité devant moi, là. Il arrivait de Marseille et il était hyper agressif avec moi. Bon, déjà, il fait 1m90, il devait avoir 19, 20 ans. Et je le regarde et je lui dis, ah ouais, il avait pété son portable, enfin bon, bref, les grands classiques. Et ouais, je te cherche partout. Et je l'avais regardé et je lui avais dit, bon, alors, ok, ça va bien se passer, je vais te prendre un ticket tout de suite, ça va faire la saison à Saint-Tropez, tu vas retourner chez les Marseillais, moi je veux pas de toi avec moi. Donc là, il s'est senti, même il s'est dit, ah ouais, non, là ça va pas aller. Parce que je peux être très tranchante, hein, ça c'est ma force. Et en fait, après, arrivé en Espagne, il y a ma fille qui m'appelle, qui dit, maman, tu sais, tu vas pas pouvoir le couper de la coke comme ça, il faut que tu trouves du cannabis. Je fais, oui. Et en fait, comme c'était dans les Baléares, c'est des terres hippies, donc il y a toutes les vieilles de 80 ans, enfin il y en a pas mal qui cultivent leur propre cannabis qu'elles fument à la pipe. C'est des vrais hippies, hein, les hippies maintenant, elles ont 80 ans. Donc j'avais été trouver une Danoise qui vit sur l'île depuis 40 ans, et elle m'avait ramené des fleurs, de la huître, quoi. Et donc j'en avais filé à Gabriel en disant, tu fumes dans les chemins, je veux pas de voir. Et alors je me souviens, sa première fois qu'il avait roulé son pétard de huit bio, il dit, et maman, c'est quoi ça? C'est de la frappe, punaise, mais alors ça... Ah, je fais, c'est bio. Il était éclaté. Oui, éclaté. C'est une mamie, c'est bio, c'est la culture de, je sais plus comment elle s'appelait. Culture locale. Voilà. Mais je pense que de toute façon, il faut beaucoup parler.
pas éviter, même gueuler. Hein. Moi, avec mes enfants, ça gueule d'abord, ça parle derrière. C'est souvent ça. Ça hurle et après on parle. Mais vraiment, parler, débriefer. Mais putain, tu te fais chier quand même parce que ton grand couillon, là, il a 20 ans, il vient de faire chier alors qu'il est coquet jusqu'à pas possible. Enfin, moi, je me projette et je me dis, mais démerde-toi, en fait. Je veux pas m'occuper de toi. Bah non, mais parce que son père... T'as 20 piges, quoi, tu vois. Oui, mais son père, il avait fait ça et il était en mode clodo, il dormait sur les bancs, enfin, son père, il avait été hyper dur aussi. Et donc, je dis, bon, bah là, ça va être n'importe quoi, on va le retrouver en tôle. Voilà. C'est à toi de le récupérer à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le daron fait pas le taf. Ah non, mais moi, j'ai toujours récupéré. Je les ai toujours récupérés. Donc moi, c'est comme dit Annie, je laisse souvent laisse longue, parce que bon, comme j'ai toujours eu des chiens. Et alors en fait, par exemple, on avait parlé une fois avec Annelise où elle m'avait dit oui mais maman, t'es hyper intrusive, t'es hyper violente quand tu réagis pour nous sauver d'une situation périlleuse. Bah oui, qui les met en danger. Et après, c'était elle-même corrigée, elle m'avait fait rire d'ailleurs, elle m'avait dit bah oui, tu vas pas faire du dolto parce que le bateau il est en train de couler et on est en train de se noyer quoi. Bah ouais, je vous sors par les cheveux, je vous fais un massage cardiaque et je vous casse 2-3 côtes, mais vous vous sentez en sécurité après et je vous remets sur le chemin quoi. Ouais, moi j'ai eu l'impression quand même que, alors c'est peut-être dû à mon éducation, l'éducation du père aussi, que mes enfants, les enfants de toute façon on veut toujours les guider vers le bon chemin, mais c'est toujours plus amusant d'aller jouer sur les petits chemins merdeux à côté quoi. Alors il faut pour les enfants, c'est plus amusant pour eux. Alors, ce qui est quand même plus sympa, c'est que les chemins merdeux, ils soient parallèles aux chemins qu'on leur donne. Parce que sinon, si on doit les rattraper dans des chemins complètement perpendiculaires, voilà, c'est là où ça devient scabreux. Mais c'est vrai que non, moi, de ma génération, 54 ans, on était tous dehors à 18 ans, 19 ans. Mon père, il savait pas où j'habitais en tant qu'étudiante, les démarches administratives, avoir l'APL, j'ai toujours tout fait moi-même dès l'âge de 18 ans. Maintenant, je pense qu'on a tendance à trop couver les gamins, mais du coup, comme justement, ils ont le temps de faire des conneries du coup, puisqu'on s'occupe de l'essentiel. Mais t'avais pas envie justement Est-ce que c'est parce que justement ton daron t'avait laissé totalement et t'avais même foutu dehors c'est ça, à 18 bien sûr. ans, tu t'étais dit non mais moi je vais m'en occuper un peu mieux. Voilà, mais c'est sûr. Ouais. C'est exactement ça. Alors oui, on est toujours sur un réitèrement, mais on veut toujours contrer le schéma dont on est issu, mais du coup, bon, c'est un mal pour un bien, mais c'est aussi un bien pour un mal, quoi. Puis c'est impossible, tu te rends compte? Ouais. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, tu merdes. Voilà, ouais, de toute façon, ouais. Quoi qu'on fasse, on merde, quoi. Donc ça, c'est clair. Mais en fait, je suis contente de ce que sont devenus mes enfants. Ils sont courageux. Ils sont durs au mal. Ils ont des belles valeurs. Sont des gentils. Avec des belles valeurs. Ils sont ouverts d'esprit, surtout. Et ils ont peur de rien. C'est surtout ça. Moi, ce qui me choque, c'est là, notamment avec mon chiot Labrador, qui était là donc il y a 2 minutes, mais qui s'est fait virer. Habitant Dunkerque, je l'ai éduqué tout sur la plage tout l'été, et j'ai été choquée par ça parce que mon ancienne chienne avait 16 ans, donc c'était il y a 20 ans, 18 ans de ça. J'ai toujours élevé de la même façon mes chiens, c'est-à-dire que je les lâche sur la plage. En mode bouchon de champagne, ils courent, je ne vais jamais les récupérer et petit à petit ils me suivent. Mais bon, il y a la période 4 mois, 10 mois où c'est carrément rock'n'roll. Mais les gens, maintenant, il y a 17 ans, ils n'étaient pas comme ça. Le nombre de gens, j'ai peur. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Les gens maintenant ont peur de tout. Tu veux dire, ont peur de ton chien, c'est ça qui vient et qui est foufou, quoi. Une fois, il avait ramassé un poisson pourri. Il passe à côté de gamins. Alors déjà, heureusement, il saute pas sur les gamins. Il passe à côté de gamins parce qu'il avait son poisson pourri dans la bouche. C'était tellement bien. Il y a une dame qui hurle. Non, mais vous vous rendez compte, les bactéries, ils peuvent infecter mes enfants. Ouais.
Bon, c'est très bien pour moi parce que moi, du coup, je me lâche, je surgueule, il gueule, je surgueule, donc les gens ils sont là. Vous avez peur de tout. Ah, là. Mais c'est ça, faut pas. Je pense qu'il faut montrer les dangers aux enfants, mais à la rigueur, s'ils y vont, ils se font mal, quoi, et ils y retourneront plus. Faut pas les assister. C'est compliqué. Et c'est compliqué, c'est super dur. Mais c'est d'autant plus compliqué que t'as pas envie que tes gamins se fassent mal plutôt. Ouais. Tu vois. Et ça, je me rends compte moi en tant que, enfin tu vois, mais même je vois moi mes filles, elles ont aujourd'hui 16 et 14. Je vois la différence qu'il peut y avoir entre quand j'étais jeune parent et les parents jeunes que je vois aujourd'hui. Bah il y a déjà une grosse différence, quoi. Bon, après, c'est ta propre appréhension à toi du monde. Hein. Ouais. Et tu viens leur caler tellement vite sur la gueule à tes mômes. Ouais. Ah non, c'est sûr. Mais, et puis encore, moi, j'ai eu cette chance, je pense. Hein. J'ai eu cette chance, c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, les écrans. Tu veux dire, en tant que mère, pour toi? Ouais, j'ai eu cette chance-là par rapport les gamins. Ils n'ont pas été... Il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien, quoi. Donc, ils n'étaient pas impactés par ça du tout, par l'image. Et ça, c'est important. Bon, il y avait les textos, donc ça, j'ai toujours tenu à ça. C'est-à-dire, mon fils, il a arrêté l'école en 3e. Hein, je savais qu'il n'allait pas faire long feu à l'école. Et par contre, on peut bien parler la France, mais on parle le français d'abord. Et orthographe nickel. Donc par exemple les textos, ça a toujours il m'envoyait des textos non intelligibles en français correct, je les lisais pas. Donc ça a toujours été, et ça c'est très important de pouvoir s'exprimer parce que pour un enfant c'est hyper important d'avoir un vocabulaire élaboré et de façon à pouvoir exprimer correctement sa pensée déjà. Et donc ça, je suis fière, je suis assez fière de ça, que mes enfants puissent. Enfin, Anne-Lise, ça coule de source, elle a toujours adoré les livres. Mais mes enfants s'expriment très bien en français, et surtout pour un gamin qui a arrêté l'école en 3e. Comment tu l'as vécu toi en tant que mère que ton gamin s'arrête? Parce que tu t'avais l'air de dire bon bah je le voyais un peu venir, mais tu l'as vécu comme un échec à l'époque ou tu t'es dit non il va se démerder, il a pas besoin de l'école? Je me suis dit je me suis dit il va se démerder, il a pas besoin de l'école. Je sentais que bon, même là, s'il a arrêté l'école à 16 ans, il a de 16 ans à 20 ans, il a fait que des conneries, ça c'est clair, il a fait grand carnaval de conneries. Mais il était courageux, c'est un courageux, un solide, je savais que... Et dès l'instant où t'es courageux, où t'es solide, il a fait tous les boulots, hein, des boulots de tout. Hein. Mais vraiment, d'aller dans une entreprise de nettoyage, donc on se retrouve à nettoyer des chiottes de grandes entreprises à 6 heures, voilà, les marchés, enfin il a fait tous les boulots. Et puis maintenant il bosse en restauration, il est chef de rang. Il forme des personnes qui ont fait l'école hôtelière, alors que lui, il a été vraiment formé sur le tas. Donc moi, ça m'a jamais inquiété parce que je savais que dès l'instant où un gamin est courageux, n'a pas peur de faire des heures, ne discute pas des heures et nanana, et s'exprime dans un français correct, et il se retrouve à corriger les fautes d'orthographe ou tiens Gabriel, écris la carte aujourd'hui ou ah oui bah oui voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est du taf, quoi. Il faut être attentif. Comment, quand il fait de la merde entre ses 16 ans et ses 20 ans, toi, t'es là, non, mais tout va bien se passer, ou Ah non. T'as la trouille? Non, je pète un plomb, mais entre-temps, il était parti chez son père, donc je l'avais au téléphone tous les jours. Donc c'est de la merde, il la faisait en live chez son père. Mais moi, je tentais de redresser tous les jours, quoi. Ouais. Donc, mais je pense que quelque part, de toute façon, c'est... Pas à ce point-là, quoi, mais il faut toujours qu'il y ait eu un petit peu une transgression des règles édictées par les parents. Parce que si on transgresse jamais, à un moment, c'est pas normal. Comment t'as fait pour te rendre compte, toi, ok, en fait, Anne-Lise, elle est en train de pas s'occuper de ces trucs, donc à un moment donné, il faut couper le cordon. Comment ça se passe, cette coupure de cordon? C'est très, très dur. C'est extrêmement dur. C'est très dur. Ça a été quoi ton chemin, toi, en tant que mère, par rapport à ça?
mon chemin, ça a été de couper. Non, mais en fait, le truc, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, psychologique. Je l'ai eu à 23 ans et demi. À 24 ans, je me voyais, j'avais un ex-compagnon qui me disait, mais arrête de lui donner le sein. Et là, ça m'a fait tilt. J'ai dit, bon, stop. Mais c'est... C'est au moment où t'as eu toi-même... Oui. À l'âge où t'as eu ton môme que tu t'es dit... ah ouais, non, stop, là, il faut que j'arrête, là. Parce que moi, ça faisait 5 ans que j'étais totalement autonome, quoi. Donc, oui, ça m'a fait... Et c'est hyper dur parce que j'ai déjà parlé avec un papa. Annelise, elle avait des découvertes. Hein, et donc, on a tendance à combler les découvertes tout le temps. Et c'est hyper dur à arrêter de combler. Mais en même temps, c'est pas un service à leur rendre parce qu'ils se disent « Oh, faites du slip, c'est bon, de toute façon, maman, elle va couvrir derrière. » Et j'avais fait la leçon à un pote qui, pareil, il était dans un flip absolu. Je dis « Mais arrête !» c'est super chaud, c'est super dur d'arrêter de combler le découvert. Mais il faut que tu le fasses. Et à un moment, ça s'arrête. Oui, et ça s'arrête. Parce qu'à un moment, ils se disent « Ah ouais, non, mais là, c'est fini. » Oui, c'est plus casino, là. Ouais, c'est plus casin, quoi. Voilà. Non. Donc c'est pour ça, moi j'aime bien regarder des trentenaires nouvellement parents, 35-40 ans, nouvellement parents, les bobos, quoi. Si on a, pour moi, élever un enfant jusqu'à 12 ans, 10, 11 ans, peut-être. Oui, ça a rajeuni désormais avec les réseaux sociaux, ils sont matures plus vite. C'est un Playmobil, c'est physique. C'est-à-dire, il faut les habiller, il faut courir après. Enfin, mais c'est un Playmobil, fait ci, fait ça. Ouais. Il fait plus ou moins bien, mais il le fait, quoi. Et élever un enfant, c'est l'élever à partir de 13 ans, l'adolescence, il faut vraiment l'élever. Dans le sens, essayer de leur inculquer des valeurs qui vont peut-être pas suivre tout de suite, mais qui vont l'élever ensuite, parce qu'ils vont revenir aux valeurs qu'on leur a inculquées, même s'ils font de la merde pendant 8 ans, 10 ans ou moins, ils vont revenir à ces valeurs-là. Et élever l'enfant, c'est l'élever vers le ciel, quoi. C'est ça vraiment pour moi, le sens le plus dur, c'est à partir de 12-13 ans. Là, il faut l'élever parce que de toute façon, il va essayer de transgresser toutes les règles et de tout foutre en l'air, de tomber à terre, de faire tout sauf s'élever, quoi. Et quand Annelise, elle vient te voir et qu'elle te dit maman, tu me gonfles, ceci, cela, j'ai plein de trucs à te reprocher, etc., etc., comment tu réagis, toi, au premier abord? Maintenant, oui, t'as plein de trucs à me reprocher, continue à me reprocher, quoi. C'est aussi simple que ça pour toi? Ça l'a pas été, oui, ça l'a pas été, mais désormais, aussi, ça, c'est une autre phase. Elle a 31 ans désormais, donc on va arrêter maintenant. Elle est adulte, hein, et on peut pas aussi. Maintenant, c'est à elle à s'envoler avec les traumas. On a tous des traumas. Moi, j'ai eu des traumas. On va pas dire, je peux pas faire ci. C'est à cause de mon papa, ma maman, toute sa vie, quoi. C'est dur à faire. Hein. Ouais. De prendre les propres responsabilités de ses traumas. Oui, il faut se prendre en main, on est adulte. Ouais. Donc, il faut avancer et avec ses traumas, parce que quelque part, ça peut nous rendre forts. Moi, je suis partie à 18 ans. J'ai été obligée de me démerder vite à 18 ans. J'ai l'image de mon père aussi. J'avais 16 ans quand je loupais le bus et qu'il avait confisqué ma mobilette parce que je faisais trop le con avec. J'allais arriver en retard au lycée. J'habitais à 10 km dans la campagne ici. Il me montrait son pouce. Et puis j'allais en stop à l'école. Tout en me disant attention aux dingues. En me prévenant qu'il y avait des cinglés et que ceci et que cela. Donc il te montrait le pouce et il disait mais fais attention aux dingues, c'est ça? Ouais. Putain. Donc en fait, c'est d'autres époques. J'étais habillée comme une poubelle, j'apprenais, je baratinais pendant 10 km. Bon, après, des fois, c'était marrant parce que je racontais des histoires, je racontais n'importe quoi en fait. Je m'inventais une vie, mais des fois, il y a des gens qui m'avaient déjà pris en stop et je savais plus ce que je leur avais raconté comme conneries. Donc c'était assez marrant, quoi. Mais après, du coup, moi, ça me venait même pas à l'esprit de venir à Lille en train. J'y allais en stop. C'était gratuit. Après, je descendais la France avec un labrador en stop, mais toujours habillé et j'ai jamais eu d'embêtement. Oui, tu t'habillais n'importe comment, c'est ça que tu veux dire, c'est qu'en fait,
Voilà. Tu rentrais dans le rôle pour pas qu'on t'emmerde, quoi. Ouais, je rentrais dans le rôle pour pas qu'on m'emmerde. J'ai jamais été à m'emmerder, pourtant j'ai fait... Mais alors maintenant, mais combien de fois... Oui, par exemple, j'ai une anecdote. Une fois, j'ai dit... je travaillais, donc je dis à Gabriel, attends, j'ai un rendez-vous, je sors de rendez-vous, je viens te chercher à la gare, tu restes à la gare. S'il te plaît, tu restes à la gare. Bah, le gamin, il a 13 ans, il reste à la gare, il plaint un peu, il dit de la zut, il fait du stop pour rentrer chez moi. Ah, il a fait du stop, ton gamin? Il a fait du stop, cet imbécile. Et en fait, il était à l'école en Belgique, donc il terminait le vendredi dans l'après-midi, quoi. Pourquoi il a fait du stop? Il a fait du stop parce que tu avais déjà raconté que tu faisais du stop? J'avais dû raconter ça, mais je me souvenais plus qu'il se souvenait, quoi. Et donc, il a fait du stop. Et puis, en fait, par qui il a été pris? Bah, ça, c'est Gabriel, hein, il lui arrive avec des trucs comme ça. Il a été pris par un inspecteur de l'éducation nationale. Oh, je fais merde. Et heureusement, il était à l'école en Belgique. Chut. Donc, il avait expliqué ça. Et donc, en fait, il avait donné mon numéro de portable et le mec m'avait appelé, quoi. Et j'ai dit, ah non, mais voilà, comment on peut être facilement dans les emmerdes? C'est un peu le retour de karma, quoi. Ouais, retour de karma. Mais en fait, en même temps, c'est... Quelque part, mon père m'a appris dans ce style à ne pas avoir peur. Comme moi, j'ai appris à mes enfants à ne pas avoir peur. Ils ont aussi appris ça de leur père, à ne pas avoir peur. Donc ça, c'est des deux côtés, quoi. Oui, ton père qui est... leur père, qui est pilote de rallye, donc qui est ex-pilote de rallye en tout cas, donc qui aime bien la vitesse, qui est... Voilà, qui a pas peur. Donc, c'est pas son style. Non. Ok. Voilà. Comment t'entrevois ta vie de mère dans les 10-15 ans à venir, là? D'être là toujours pour mes enfants, mais plus en observatrice, quoi. Voilà. Par exemple, avec mon fils, je suis plus en régulatrice maintenant de... il me demande souvent mon avis sur les choses et je lui donne. Et quand je vois éventuellement qu'il va prendre une mauvaise décision, je lui dis que je suis pas contente, quoi. Et, tu lui dis que t'es pas contente. D'accord. Donc, je lui dis d'avoir... Alors, c'est le terme, hein. Là, je lui dis toujours d'avoir des couilles, quoi. C'est le truc. T'as pas de couilles. Et ben voilà, la daronne qui émascule oui. Son fiston. Putain. Alors, des fois, c'est marrant parce qu'Anne-Lise, elle me dit ah ouais, non, mais là... parce que... un moment, là, il se sent pupissé, Gabriel. C'est vraiment... le mâle macho, pas possible, il y en a ras-le-bol. Alors je lui dis, attends, t'inquiète, on va le laisser encore un peu monter. Ta mère, elle va arriver avec une petite aiguille. Comme il a de l'hélium dans les couilles, c'est bon, il n'y a plus qu'à lui... Mais je vais le rabaisser, quoi. Et c'est vrai, souvent, mon fils, je le rabaisse, mais il le sait, il connaît le truc. Ouais. Parce qu'il dit, ah ouais, non, mais vous les deux, là, je suis élevé par des fémènes débiles. Voilà. Il aime bien surjouer son côté macho. Mais en même temps, du coup, il en est bien conscient. Mais bon, il est vrai que avoir pour une femme, avoir un fils, je les aime pareil. Ça n'a rien à voir. Hein, alors, la manière dont je peux ressentir mes enfants, je peux l'expliquer par rapport aux conneries qu'ils font. C'est-à-dire Anne-Lise, quand elle faisait des conneries, et elle le sait, hein, ça me mine de l'intérieur. Pour mon entourage, je ne dis rien. Je suis minée. Comme lessivée de l'intérieur. Je ne dis rien. Et que t'as honte? Non, okay. C'est parce que ça arrive en moi, ça me bousille. Okay. Dans un premier temps, ça me bousille avant que je réagisse, mais voilà, c'est comme de l'acide que j'avale. Okay. Et Gabriel, je hurle, je gueule, j'exprime, c'est pas du tout pareil. Et en fait, c'est peut-être un sentiment plus de protection par rapport à ma fille, quoi, parce que par rapport à mon fils, je sais pas, j'exulte. Donc, il vaut mieux exulter que de se laisser consumer, quoi. Par exemple, un de mes ex disait qu'est-ce qu'il y a, tu dis rien, punaise, qu'est-ce que tu fais la gueule, qu'est-ce qu'il y a? Anne-Lise, elle a encore fait une connerie, alors je disais non, si, elle a encore fait de la C'était comme ça, il voyait. C'était aussi simple. Et je résume aussi, mes enfants, à un moment, c'était les sonneries de portable. Donc Anne-Lise, c'était une harpe.
Comment me faire passer pour des vessies, gentiment pour des lanternes. Et Gabriel, c'était une corne de brume. Donc, voilà. Annelise, c'est la harpe. Non. Comment t'en... Et Gabriel aussi, j'ai l'image de l'hélicoptère d'Apocalypse Now. C'est-à-dire qu'on voit arriver les conneries de loin. Oui, c'est ça. Annelise, le U-boat allemand. Une fille, je pense que c'est plus un U-boat allemand, une fille. C'est le sous-marin. On le voit pas arriver, les conneries des filles. Et ça vous explose dans le visage. Vous le voyez pas arriver. Les garçons, quand ça fait des conneries, moi en tant que mère, c'est... Pour ton fils, en tout cas. Pour mon fils... c'est l'hélicoptère, la musique, l'hélicoptère voilà. On le voit arriver, donc on a le temps de parer au plus pressé. Voilà, la connerie, elle arrive, on la voit bien arriver. On peut parer. Avec ma fille, j'ai jamais... m'a toujours fait cette délicatesse de me laisser de grosses surprises. Tu te projettes en tant que grand-mère ? Ouais, dès pas... l'instant où je vais pas devoir m'en occuper, quoi. C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Pour pas m'en occuper, si, je m'en occuperai bien sûr, mais j'aimerais que, comme j'espère, et en fait Gabriel et je pense qu'Annelise aussi, comme ils ont pas été élevés par des parents ensemble, ils ont pas été élevés d'une manière stable. C'est-à-dire que j'ai déménagé plein de fois, ils sont partis chez leur père, ils sont revenus, ils sont partis, ils sont revenus. Ils n'ont pas une enfance stable. Peut-être qu'ils aimeraient apporter du coup une enfance stable à leur enfant. Je pense. C'est pas facile à faire. Hein. Ouais, non, c'est pas facile à faire. Ok. Est-ce que, tu sais, souvent je demande aux jeunes parents, est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais dire à tes enfants dans 10 ans ? Là, j'imagine qu'Annelise, je sais pas trop si Gabriel va écouter, mais j'imagine qu'Annelise va écouter cet épisode. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Qu'elle ne reproduise pas trop les erreurs de sa mère. Elle va pas vouloir les reproduire, bien naturellement, mais il faut pas qu'elle reste dans le schéma de pas vouloir les reproduire, sinon elle va être dans le schéma inverse. Donc le juste milieu est très difficile. Et je pense qu'Annelise, de toute façon, veut faire une éducation positive, comme ça se fait maintenant. C'est très bien si elle peut le faire, parce que je pense que ça va être un très bon parent. Moi, c'est une chose que j'arrive même pas à... Ouais, c'est vrai que quand on est issu d'une éducation... violente, hein. Violente, ou même non, pas une éducation par le cadre. Ouais. Toujours monter le cadre, hein, parce qu'on est issu de ça. Ouais. On est issu de l'éducation de Rousseau et de Dolto. Alors c'est un peu... C'est une Américaine qui disait... ils sont effarés quand ils voient une cour de récréation en France, parce que une cour de récréation en France, qu'est-ce qu'elles font les maîtresses ? Elles fument leur clope, elles regardent. Et il y a le cadre, la cour de récré, pas dépassée. Alors s'il dépasse, là, l'enfant il se fait défoncer, mais tu peux faire n'importe quoi. Donc en fait, j'avais lu un bouquin sur une Américaine qui regardait avec effarement les gamins ils se battent, enfin c'est n'importe quoi. Mais en fait voilà, c'est ça. On a cette éducation là, quoi. Et qu'Annelise, de toute façon, toutes les leçons qu'elle adoucisse mon éducation, mais il n'y a pas que du mauvais dans mon éducation. Non, sans doute pas. Merci beaucoup, Solange, c'était super. Ah bon ? Ouais, merci. Merci aussi, c'est marrant comme expérience. Ouais. Un grand merci à toi. Ouais. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.